Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation à l'utilisation des timers Arduino. Dans la précédente vidéo sur les timers, j'ai remarqué que vous avez été très nombreux à l'apprécier et à me demander une suite sur l'utilisation des timers Arduino. Déjà, nous allons utiliser un Arduino, un Atmega 328P. C'est le microprocesseur équipant les cartes Arduino Uno. Les cartes Arduino Uno et Nano. Donc, c'est l'Atmega 328P qui l'équipe. Et tous les codes sources qu'on donnera seront des codes spécifiques à l'Atmega 328P. Donc, si vous n'avez pas l'Atmega 328P, certains codes ne fonctionneront pas parce que le timer est propre au microprocesseur. Et quand on parle ici de microprocesseur, on veut bien entendre le circuit principal d'une carte à microcontrôleur Arduino. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, si vous avez plutôt une carte Mega, par exemple, je vais prendre la Mega. Je vais prendre peut-être l'Arduino Mega ici. Arduino Mini, Nano, Uno, Mega, je vois pas Mega, je vois pas. Mega, la voici. Donc, si par exemple vous avez une carte Mega, ce sera plutôt la Mega 2560. Donc, là, vous aurez plutôt à chercher le document spécifique aux Mega 2560. Donc, ça va dépendre vraiment de la carte que vous avez en main, mais mon tutoriel, il est plus pour les cartes Arduino Uno. Bon, il est dédié aux cartes Arduino Uno et cartes Arduino Nano, ou du moins toutes les cartes possédant le circuit microprocesseur Atmega 328P. Vous pouvez même suivre mon tuto, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la carte Arduino en elle-même, vous utilisez le microprocesseur Atmega 328P, ce qui est mieux pour les applications embarquées. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Je vous mettrai les documents. Je vous conseille déjà pour commencer à utiliser Arduino. Il y a des documents ou des articles internet qui sont vraiment très très bien renseignés. C'est le cas notamment pour Passion électronique. Donc, on va pas réinventer l'eau chaude. Donc, vous pouvez aller lire les articles de Passion électronique, notamment et Locoduino, qui est ici. Et Locoduino, je pense, non, laissez-moi une minute. Et Locoduino qui ont écrit tous deux des articles vraiment très pertinents. Donc là, c'est les articles de Locoduino. Vous pouvez aller sur son site internet. Ces articles sont libres, accessibles pour tous. Donc, ce sont des articles qu'ils ont fait sur les timers et qui sont vraiment très détaillés. Et généralement, la notice technique, ce qu'il y a de difficile avec la notice technique, généralement, c'est que il y a cette barrière qui est la barrière de la langue. Souvent, certaines explications qui sont en anglais sont difficilement traductibles en français. Ou du moins, quand elles sont traduites en français, elles perdent un peu de leur sens. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que euh, quand elles perdent un peu de leur sens après être traduites, ce n'est plus vraiment très facile d'implémenter les timers Arduino. Pourtant, Locoduino ou bien Passion électronique, ils ont vraiment très très bien détaillé le sujet. Et c'est même grâce à eux que j'ai compris certaines choses qui m'échappaient. Donc, grâce à leurs articles, bien sûr, que j'ai compris certaines choses qui m'échappaient sur les timers. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, un timer, c'est quoi? Un timer, c'est un sous-programme dans la carte Arduino qui compte en parallèle avec le déroulement du processus normal de la carte Arduino. Donc, je m'explique. Euh, je m'explique. Dans la carte Arduino, voici l'architecture en fonction des timers. Je vais dire une mini architecture, un petit synoptique de la carte Arduino. Donc là, nous avons l'horloge du microcontrôleur qui rythme toutes les actions qui se déroulent. Une horloge qui est rythmée à 16 MHz. Donc, par exemple, si vous dites allumer la LED, éteindre la LED, ça va s'effectuer que ce soit un ou plusieurs cycles d'horloge, mais le cycle d'horloge sera rythmé à une fréquence de 16 MHz. Maintenant, les timers, c'est quoi? Il y a trois timers dans la carte Arduino, principalement pour ceux qui vont nous intéresser. Bon, il y en a plusieurs, mais ceux qui vont nous intéresser, les timers de temps, ce sont les timers 0, timer 1 et timer 2. C'est ceux-là que nous allons mieux travailler avec eux. Donc, c'est quoi les timers? Les timers, ce sont des blocs parallèles qui compte le temps de façon indépendante dans la carte Arduino, donc dans le microprocesseur Atmega 328P. Donc, comment ça se fait? Il compte le temps. Donc, l'horloge du microprocesseur qui est rythmé à une fréquence de 16 MHz peut être ralenti par un préscalaire et celui-ci
peut ralentir la fréquence de déroulement principale de tout le programme Arduino. Donc, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure que quand on fait allumer et éteindre la LED, ceci s'effectue à fréquence de 16 MHz. Bien sûr, ça va dépendre du nombre de cycles que la LED prend pour s'allumer, du cycle d'horloge que ça prend pour commander l'allumage de la LED. Je prends un exemple, si pour allumer une LED, il faut 2 cycles d'horloge, les 2 cycles d'horloge se feront à fréquence de 16 MHz. Donc, si le préscalaire est touché, parce que là, le préscalaire peut faire diviser la fréquence d'exécution du microprocesseur par un facteur variant entre 1 et 256. Donc, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Donc, si nous faisons varier la fréquence du microprocesseur et nous la divisons par 256, qu'est-ce qui va se passer par exemple là? Si nous faisons 16 MHz et 16 millions de Hz, donc si nous faisons 16 millions de Hz, c'est 16 millions. Ah non, non, là. Donc là, si nous faisons 16 millions de Hz, que nous divisons cette fois-ci par 256 par exemple, nous allons prendre un facteur le plus grand. Ça veut dire que la fréquence sera de 2000 Hz. Donc si nous divisons par exemple la fréquence du microprocesseur par 256, c'est à 2000 Hz que tous les événements d'exécution du programme vont se faire. Et quand je dis tout, je dis vraiment tout. Donc, ce qui veut dire que si vous touchez à ce préscalaire-là, plusieurs éléments du programme vont être ralentis et s'exécuteront à cette fréquence de 2560 Hz, pour ne pas dire tous. Donc, par exemple, si le timer 0, par exemple, là, le timer 0, c'est... Il est dit ici que le timer 0, c'est le timer qui est servi pour rythmer les fonctions délai, micro et milice. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser les fonctions délai, micro et milice, eux, ils savent que ce sont des fonctions bloquantes. Et si vous faites un rapport de division par 256, ça veut dire que la fonction délai interne mettra 2560. Donc, les fonctions délai seront ralenties. Et si vous cherchez, si vous désirez une fonction délai qui va s'exécuter à, par exemple, 1 seconde, cette fonction délai, vu qu'elle s'exécutait en 1 seconde parce que le timer 0 était rythmé à une fréquence similaire à la fréquence du microprocesseur, vu que cette fréquence est divisée par 256, le temps d'exécution de la fonction délai sera lui multiplié par 256. Je m'explique. Donc, vu que par exemple là, c'est un cas, c'est pour comprendre l'impact du préscalaire qui est le prédiviseur de fréquence générale. Généralement, on déconseille de le toucher. Donc, si vous divisez la fréquence d'horloge par 256, ça veut notamment dire que vous avez ralenti le temps. Donc, vous avez ralenti le temps d'exécution. Donc, vous avez donné plus de temps d'exécution, plus de travail au microprocesseur pour exécuter une tâche. Donc, ce qui veut dire que si vos fonctions délai, milli, micro s'exécutaient peut-être en 1 seconde, celles-ci seront maintenant multipliées par 256. Ce qui veut dire que notamment, on aura ça à 256 secondes si on est cohérent. Donc, maintenant qu'on a compris un peu l'impact du préscalaire, généralement, on le laisse à 1. Par défaut, il est à 1. Vous n'avez pas besoin de modifier le préscalaire. Généralement, ça, c'est des conseils, sauf pour ceux avisés. Pour les utilisateurs avertis, vous pouvez avoir une application qui nécessite une réduction du temps de fonctionnement du préscalaire. Là, ça va dépendre de vous. Donc là, ça dépend de vous vraiment. Maintenant, au niveau du préscalaire, si nous supposons que nous n'avons pas touché au préscalaire, après nous avons le prédiviseur de fréquence dédié au timer 0 et le prédiviseur dédié au timer 1 et celui dédié au timer 2. Donc, c'est 3 prédiviseurs en tout. Ces prédiviseurs-là divisent la fréquence de sortie du préscalaire en fonction d'un rapport comme celui-ci, d'un rapport similaire à celui-ci, toujours d'un rapport entre 1 et 256. Peut-être il y a un peu moins de valeur par timer pour diminuer la fréquence de fonctionnement d'un des timers. Donc, si vous divisez par exemple la fréquence du microprocesseur par... Si vous ne touchez pas... Là, nous allons supposer que le préscalaire est réglé à 1. Donc, on ne divise pas la fréquence d'horloge. Donc, cette fois-ci, maintenant, nous allons supposer que les 16 MHz sont en sortie du préscalaire. Oui, donc je vais mettre dans la calculatrice là que nous avons 16 MHz en sortie du préscalaire et que nous réglons le prédiviseur de fréquence du timer 0, par exemple, sur... Donc, nous avons 16 millions, par exemple, sur 256. Donc, si nous divisons par
par 256. Donc, ça veut dire que nous aurons 62 500 Hz qui sera la fréquence de fonctionnement des éléments du timer 0. Donc, si nous avons une fonction délai et milli, comme il nous est dit là, il nous est dit là que les fonctions délai, micro et millis, ce sont des fonctions qui sont rythmées par le timer 0 ainsi que les PWM sortant sur les broches D5 et D6. Donc, si nous modifions la valeur du timer 0 et que nous faisons appel au délai, ce délai sera ralenti par le facteur de division que nous avons choisi. Il est très important de noter ça. Parce que si vous modifiez un paramètre du timer, n'attendez pas que le délai 1000 soit toujours un délai d'une seconde. Ce ne sera pas le cas. Ça va dépendre totalement du facteur de division que vous avez choisi. Mais ainsi de suite pour micro, pour millis, et ainsi de suite. Et de même pour les PWM sortant des broches D5 et D6. Donc ces PWM là sont rythmés par la fréquence du timer 0 pour un préscalaire de 1. Donc, si vous modifiez la valeur du préscalaire et la valeur du prédiviseur de fréquence du timer 0, ceux-ci vont venir ralentir ces événements-ci. Il en est de même pour le timer 1, il en est de même pour le timer 2. Donc, ce que fait le prédiviseur général, qui est le préscalaire ici, c'est qu'il les modifie eux tous. Pourtant, le prédiviseur indépendant modifie la fréquence de chaque timer indépendamment. L'avantage d'utiliser les timers ici, c'est notamment que les timers sont capables de compter le temps en parallèle à l'exécution des tâches du microprocesseur. Je m'explique. Si vous utilisez par exemple les fonctions délai et micro qui sont utilisées par le timer 0, si vous utilisez ces fonctions-là si vous utilisez les fonctions délai et micro peut-être pour commander, je sais pas, une charge ou une application spécifique, vous pouvez indépendamment modifier la fréquence, le prédiviseur du timer 1 pour le demander de fonctionner à fréquence soit plus lente, soit plus rapide que celle du timer 0. Le timer 0 ne sera pas modifié. Donc ça, c'est l'avantage. Vous pouvez faire compter le timer 1 rapidement ou lentement pendant que le timer 0 fonctionne indépendamment. C'est d'où l'avantage de cette exécution parallèle. C'est tout ça l'intérêt de l'utilisation des timers. Donc, ceci étant dit, comment est-ce qu'on utilise un timer? Donc, concrètement, comment est-ce qu'on utilise un timer? Donc, si vous avez, par exemple, les timers, notamment, n'ont pas besoin d'être exécutés dans la fonction loop. Donc, la fonction loop s'exécute indépendamment du comptage des temps des timers. Donc, les timers peuvent fonctionner dans la fonction loop comme ils peuvent fonctionner dans des modes d'interruption. Donc, dans des modes d'interruption, vous pouvez demander au timer que quand il compte peut-être une seconde, il exécute une tâche. Quand il compte une autre seconde, il exécute une tâche chaque seconde qu'il compte. Vous pouvez également lui demander d'exécuter une tâche peut-être après une seconde en fonction du résultat de la tâche. Modifier le temps et de compter peut-être demi-seconde si le résultat est tel et compter 2 secondes si le résultat est autre. Donc, vous pouvez jouer sur un temps variable, donc une sorte de PWM modulable. Donc, ça va dépendre, c'est ça toute la puissance des timers. Donc, pour commander les timers, nous devons déjà connaître la fréquence de fonctionnement du microprocesseur. Par exemple, si la fréquence est de 16 MHz et que vous voulez toucher au prédiviseur général, ce qui est un peu déconseillé, au préscalaire, ça va dépendre de votre application, bien sûr. Vous pouvez diviser par 1, par 2, par 4, par 6, par 8, par 16, 32, 64, comme on a dit, jusqu'à 256. Donc, nous avons déjà vu que nous pouvons le diviser comme ça là. Donc, pour modifier donc, la fréquence de fonctionnement du préscalaire ou du prédiviseur général, nous avons le registre clock PR que nous pouvons modifier les valeurs et en fonction de la disposition de certains bits, par exemple là, le registre clock PR a plusieurs bits, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8, c'est un registre 8 bits, donc de 0 à 7. Là, nous avons les 4 bits que nous pouvons agir pour modifier le rapport de prédivision désiré. Vous voyez que si là, nous entrons peut-être 0,111, nous avons un rapport de division de 128. Si nous entrons 0,010, nous avons un rapport de division de 4. Donc, ça va dépendre, c'est ce rapport de division-là qui va donner l'ordre au microprocesseur de diviser la fréquence générale d'exécution de toutes les instructions du programme. Donc, si vous choisissez vraiment 2, là, nous aurons plutôt une fréquence de 8 MHz qui va venir rythmer tous
les événements du microprocesseur. Et quand je dis bien tous les événements, je dis bien tous les événements. Car, je m'explique toujours, le timer 0 sert aux fonctions délai, micro, milice, ainsi qu'au PWM sortant des broches D5 et D6. Le timer 1, quant à lui, sert à la bibliothèque cerveau, donc pour les cerveaux moteurs et quelques moteurs qui utilisent les bibliothèques déjà toutes faites dans le logiciel Arduino, ainsi qu'aux signaux PWM sortant des broches D9 et D10. Et le timer 2 sert entre autres à la fonction tone. La fonction tone, c'est une fonction qui sert généralement à générer des musiques. Pour ceux qui ont l'habitude de programmer les fonctions tone, ils doivent mieux connaître cela. Ainsi qu'au PWM sortant sur les broches D3 et D11. Donc vous voyez qu'en gros que modifier le préscalaire va modifier tous les éléments des timers 0, 1 et 2. Donc là, nous étions ici. Vous voyez que là, le registre clock pair sert donc à choisir le rapport de prédivision voulu en fonction de la disposition de ces bits-ci. Là, vous avez quelques exemples. Donc, les prédiviseurs de fréquences secondaires. Donc là, nous avons dit que nous avons 3 prédiviseurs de fréquences secondaires. Donc, nous avons le prédiviseur du timer 1, le prédiviseur du timer 0. Nous voyons que le prédiviseur du timer 0 et 1 ont les rapports de division similaires, alors que le prédiviseur du timer 2 a un rapport de division un peu plus étendu, on va dire. Donc, là maintenant, comment est-ce qu'on indique à un timer que nous souhaitons un rapport de division spécifique? Donc là, nous avons plusieurs registres en fonction du timer. Le registre TTCR 0B qui indique le rapport de division pour le timer 0. Le registre TTCR 1B qui indique le rapport de division pour le timer 1. Donc en fonction du rapport de division choisi, vous voyez que les registres sont TTCR 1B, 2B et 0B. Donc, ce sont les registres en B qui permettent de décider du rapport de prédivision de fréquence choisi. Donc, là, il y a une brève présentation des registres TTCR 0B. Par exemple, là, vous voyez que le registre TTCR 0B, pour modifier le rapport de fréquence, il faut agir sur les bits CS2, CS1 et CS0. Donc, on peut choisir une des valeurs là. Donc, vous voyez, on peut arrêter le timer, on peut demander un rapport de division de fréquence d'un, un rapport de division de fréquence de 8, de 64, de 256 et de 1024. Ça, c'est pour le timer 0. Donc, maintenant, le TTCR1B, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Cette fois-ci, les bits n'ont pas la même appellation. Les bits ici s'appellent CS12, CS11 et CS10. Donc, ça, c'est si on veut modifier le rapport de division de fréquence du timer 1. Maintenant, le registre TCCR2B permet de choisir le rapport de fréquence du timer 2. Donc, là, nous avons la fréquence division par 1, par 2, ainsi jusqu'à 1024. Donc, ces 3 registres TCCR1B, 2B et 0B permettent donc de choisir le rapport de fréquence souhaité pour chacun des exemples. Ça, c'est possible avec, grâce à un positionnement des bits. Ceci est très, très important. Vous allez voir par la suite pourquoi. Donc, après avoir choisi ce rapport de division de fréquence, il est aussi bon de noter que les timers ont un nombre de bits sur lequel ils fonctionnent. Par exemple, le timer là, le timer 0 et le timer 1, ce sont des timers sur 8 bits. Le timer 0 et le timer 2 sont des timers sur 8 bits. Et le timer 1, c'est un timer sur 16 bits. Donc, ça, c'est ça qui fait la force du timer 1. C'est ça qui lui donne autant de flexibilité, je vais dire. Donc, les différents registres liés au timer Arduino. Donc, déjà, les registres liés, les timers eux-mêmes dont la valeur est stockée dans les registres nommés TCTNX. Donc, ça, ce sont des registres qui permettent de stocker la valeur avec laquelle nous voulons que les timers comptent. Donc, comme vu plus tôt, l'Admega possède 3 timers et ces timers sont en 8 bits. Donc, quand on dit qu'un timer fonctionne en 8 bits, ça veut dire qu'il peut compter de 0 à 255. Pourquoi ça? Parce que 255, c'est 2 à la puissance 8.
Donc, quand on dit qu'un timer, c'est un timer 8 bits, ça veut juste dire qu'il peut compter de 0 à 2 puissance 8 qui correspond à 255. Donc, vu que ce timer peut compter de 0 à 255, il va compter à la fréquence choisie. Donc, je m'explique. Si nous choisissons, par exemple, ici, pour le timer 2, qui est un timer 8 bits, je rappelle, timer 2 qui est un timer 8 bits, si nous choisissons, par exemple, un rapport de fréquence de 1024, prenons par exemple le timer 2 pour un rapport de fréquence de 1024 à une fréquence de 16 MHz, ça veut dire qu'on aura 16 millions de Hz divisé par 1024. Ça veut dire que notre timer va compter à fréquence de 15 625 Hz. Donc, vu que notre timer compte à fréquence de 15 625 Hz, ça veut dire que quoi? Donc, oui, ça veut dire que notre timer va compter à fréquence de 15 625 Hz de 0 à 255. Donc, entre 0 et 255, donc le comptage se fera à fréquence de 15 000 Hz de 0 à 255. Donc, en gros, quand le timer a compté de 0 à 255, ça veut dire que il a compté une fois sur 15 000 Hz. Je ne sais pas si cela se comprend. Donc là, les 15 625 Hz, c'est la fréquence. Si on les divise, on obtient la période d'un cycle de comptage. Donc, quand nous choisissons notre rapport de division, comme on a dit tout à l'heure, 1024, et qu'on obtient une fréquence de 15 625 Hz, cette fréquence correspond à 64, nous allons dire pour 6, donc elle correspond à 64 microsecondes. Donc là, c'est 64 microsecondes. Je vous épargne des calculs pour convertir. Donc, notre timer va compter de 0 à 255 en 64 microsecondes. Donc, chaque 64 microsecondes, notre timer aura déjà compté de 0 à 255. Et à chaque fois qu'il arrive à 255, il envoie un signal d'overflow pour préciser qu'il a atteint le dépassement. Et ce signal d'overflow est généré dans les registres TIFR 0, TIFR 1 ou TIFR 2 en fonction des timers que nous sommes en train d'utiliser. Ça, c'est très, très important. Donc comme j'ai dit, il va compter de 0 à 255 et la valeur maintenant TNX définit la valeur à laquelle notre timer commence à compter. Donc, notre timer peut commencer à compter de 0 à 255 ou bien nous pouvons souhaiter plutôt que celui-ci commence à compter de, par exemple, de 10 à 255, peut-être pour une raison quelconque, pour une raison spécifique. Peut-être de 10 à 255, ça va dépendre vraiment du choix commun à tous. Donc, TCNTX, lui, maintenant, il définit la valeur à laquelle notre timer va commencer à compter. Donc, c'est très important. Donc, si TCNTX est égal à 10, ça veut dire que notre timer commencera à compter à 10. Si TCNTX est égal à 20, ça veut dire que notre timer commencera à compter à 20. Donc, si vous avez bien compris, ça veut dire que notre valeur de TCNTX ne pourra pas dépasser 255. Donc, si vous avez compris ça, c'est vraiment très, très important. Donc, quand il compte jusqu'à 255, donc il envoie un signal d'overflow pour expliquer qu'il est arrivé au plein, qu'il a fait le plein. Et il envoie ce signal soit dans le registre TIFR 0 pour le timer 0, TIFR 1, TIFR 2 pour le timer 2. Donc, ce signal d'overflow étant maintenant détecté, on peut détecter ce signal d'overflow et lancer une action en fonction de quand on ait détecté cette action ou pas. Donc, honnêtement, ça va dépendre de vous. Donc, ceci étant dit, maintenant, il y a des registres maintenant. Il y a maintenant les registres de contrôle. Donc, nous avons fini avec la valeur des timers, la valeur de départ des timers. C'était ça qui était stocké dans la variable TCTN 0 ou TCTN1, TCTN2 qui désigne la valeur de départ du timer 1, valeur de départ du timer 2 ou valeur de départ du timer 0. Maintenant, nous avons les registres de contrôle TCCR-XX. Donc, les registres de contrôle sont TCCR-XX qui peuvent être TCCR0A pour le registre A
ou TCCR0B pour le registre, pour le timer 0, mais le registre TCCR0B. Donc, quelle est l'importance de ces deux registres-ci? Le premier registre TCCR0A définit la manière dont les valeurs seront comptées dans le timer. Donc, il définit si nous aurons un comptage normal ou un comptage comparé ou un comptage inversé. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, ce registre TCCR0A définit le mode de comptage. Vous pouvez vouloir qu'on compte peut-être, par exemple de 0 à 244 ou peut-être de 244 à 0, ça va vraiment dépendre de vous et c'est le rôle de ce registre TCCR0A. Donc, pour le timer 1 cette fois-ci, c'est TCCR1A, 1B et 1C. Déjà parce que le timer 1 c'est un timer sur 16 bits comme vous avez compris. Pour le timer 2 c'est la même chose, TCCR2A, 2B. Donc, maintenant, les registres de contrôle TCCR0A, si vous voulez un comptage normal, vous devez agir sur les registres WGM01 et WGM00. Pour le TCCR0B, lui permet de définir le rapport de prédivision du préscalaire, le rapport de prédivision du prédiviseur choisi. Donc, TCCR0B, si nous voulons un rapport de division, par exemple 2024, nous avons vu tout à l'heure qu'il fallait peut-être, je ne sais pas, en fonction des bits de CS02, CS01 ou CS00. Donc, ça va, il faudra jouer sur ces bits pour avoir le bon rapport de division de fréquence choisie. Maintenant, TCCR1A, c'est la même chose. Si nous voulons un comptage normal, il faut envoyer les bits WGM11, WGM10 et WGM13 à 0. Ce qui était la même chose ici, WGM1, WGM0, WGM02 à 0. Donc, c'est la même chose pour le timer 2. Donc, c'est ça qui est précisé ici. Dans le comptage en mode normal, le timer visé compte jusqu'à atteindre sa valeur maximale possible, puis envoie un signal de débordement avant de revenir à 0 et continuer à compter. Ça, c'est le comptage normal. Et le comptage CTC, comme j'ai dit tout à l'heure, là, le timer va compter tranquillement jusqu'à déclencher une alerte en cours de route dans la levée du drapeau en anglais. Donc, lorsque la valeur courante sera égale à la valeur de référence qu'on aura probablement définie ou spécifiée dans un registre dit registre de comparaison. Donc, ça, ce sera pour le comptage CTC. Dans les registres drapeau, c'est comme on a dit tout à l'heure, quand le timer compte jusqu'à arriver à 255, il envoie une interruption au registre drapeau. Il envoie un signal au registre TIF 0, TIF 1, TIF 2, TIF, c'est bon, on va dire TIF 2, ouais. Et cette valeur correspondant est lue sur le bit TOF 0, TOF 1 ou TOF 2 du registre TIF 0, respectivement TIF 1, TIF 2. Donc vous voyez là, le registre TIF 0, la valeur TOF 0, c'est la valeur du drapeau indiquant le débordement du timer ou tentative de débordement du timer. Donc ça, c'est le bit détectant le débordement. Maintenant, si on est en un comptage CTC, nous allons plutôt peut-être vouloir que le drapeau indique l'égalité entre le timer X et son registre A. Donc, pour le mode de comptage CTC, comme on a dit tout à l'heure, nous pouvons désigner que le TCNT2 ou TCNT1, par exemple le timer 1, maintenant on peut dire TCNT1 est plutôt égal à, je sais pas, à 100. Donc, le timer 1 doit compter de 100 peut-être. Après, on dit maintenant que la valeur... donc, quand on choisit un mode de comptage CTC, si on choisit un mode de comptage CTC maintenant, nous allons envoyer une valeur dans le registre de comparaison. Et peut-être, je prends l'exemple, peut-être que cette valeur c'est 175. Donc, nous allons compter de 100 à 175. Quand nous allons arriver à 175, c'est le drapeau OCFOA qui va indiquer pour le timer 0 que notre comptage a atteint la valeur souhaitée. Et tout de même,
Et si nous souhaitons maintenant arrêter le comptage, nous pourrons arrêter le comptage. Sinon, si nous ne souhaitons pas arrêter le comptage, par exemple, nous pouvons laisser continuer de compter. Et quand notre timer va arriver à 255, il va tout de même envoyer un second message toujours au bit of 0 du timer 0. Donc, ces deux bits-ci peuvent être activés ensemble, que ce soit le registre A ou le registre B, parce qu'on a deux registres de comparaison ici. Le registre A ou le registre B pour le timer 0. Donc, ces deux registres-ci peuvent être actifs, ces deux bits-ci peuvent être actifs à la fois. Donc, celui-ci pourrait signaler une comparaison réussie et celui-ci signale un débordement. Donc, c'est très important, ça va nous aider tout à l'heure. Donc, tout ce qu'on vient de dire maintenant sur les registres drapeaux, c'est ce qui se passe lorsque nous utilisons le timer dans le programme. Donc, lorsque nous utilisons les interruptions dans le programme, donc, je vais dire en série dans le programme void loop. Maintenant, si nous voulons utiliser les registres d'interruption plutôt pour déclarer les interruptions à chaque fois que un comptage est réussi, nous allons plutôt utiliser les registres d'interruption qui sont times K0, times K1, times K2. Donc, ces registres-là déclenchent des interruptions comme tout à l'heure. Quand, par exemple, le bit autorisant le déclenchement d'interruption chaque fois qu'il y aura overflow. Quand, par exemple, il y a overflow, que la comparaison est réussie, ou que le compteur du timer X serait à valeur de comparer à même valeur que celle gardée dans le timer, dans le registre B ou que dans le registre A. Donc, je m'explique. Pour ne pas se mélanger les pinceaux, ce que les registres drapeaux font, c'est qu'ils activent un bit lorsqu'il y a débordement. Et maintenant, c'est à vous d'utiliser ce bit-là comme bon vous semble. Maintenant, les registres times K0, ce sont des registres qui déclenchent l'interruption lorsque nous avons overflow ou dépassement. Donc, ce registre-ci déclenche l'interruption, mais celui-ci ne déclenche pas d'interruption. Celui-ci t'envoie une information pour dire le comptage est terminé, mais celui-ci, dès que le comptage est terminé, il déclenche l'interruption automatiquement. Donc, c'est la petite nuance à faire ici entre les deux tableaux. Donc, il y a aussi les registres de comparaison, comme on a dit tout à l'heure, sont les registres OCRXX. Donc, ce sont les registres qui permettent, donc comme on a dit tout à l'heure, OCRXX, je crois qu'ils sont là. Ce sont les registres qui permettent de stocker donc, les valeurs. Ceux-ci permettent, comme on a dit, de stocker les valeurs qui serviront à effectuer des tests d'égalité avec les valeurs courantes des timers. Donc, ces registres sont stockés dans les timers OCR 0A et B, ainsi de suite. Donc, comme on a dit tout à l'heure, pour le comptage CTC. N'allez pas en comptage normal stocker les valeurs ici, ça ne marchera pas. Donc, allez en comptage CTC. Quand on dit comptage CTC, vous comprenez déjà ce que CTC veut dire. Parce que là, il est même indiqué pour compléter les deux points précédents, la partie drapeau interruption comptage CTC. Donc, à noter que le timer 1 est différent des deux autres, puisqu'il fonctionne en 16 bits au lieu de 8 bits, nous l'avons déjà dit. Donc, du coup, les registres 8 bits en comparaison sont en fait les registres cités ci-contre. Donc, ceci étant déjà fait, dans la prochaine vidéo, ça c'était une explication globale des différents registres des timers. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir les différents exemples que nous pouvons avoir avec des timers de l'Admega 328P, vu que ici nous avons déjà présenté les différents registres. J'aurais bien voulu aborder ces exemples dans la même vidéo, mais je pense que nous sommes déjà à 25, je sais pas, 30 minutes. Donc, la vidéo doit être vraiment très longue et généralement, beaucoup de personnes n'aiment pas les vidéos trop longues. Donc, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.